Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on savait que l'amour dure 3 ans, mais l'état de grâce, lui, il ne dure même plus 100 jours. Il dure en fait une semaine, à peu près. L'Express résume, valse sur un volcan. Mais pour les quotidiens, la messe est déjà dite. Libération, le PS cocu. Le Monde, Bruxelles et Berlin forcent Hollande à tenir ses engagements budgétaires. Le Figaro, 2 ans après, Hollande ne serait pas au second tour. Et puisqu'il y a toujours des bonnes âmes dans ce genre de situation, pour vous enfoncer un peu, Les Échos, Pierre Gattaz rallume la polémique sur le SMIC. Et puis il y a beaucoup d'articles sur les élections en Algérie. C'est demain qu'on vote là-bas pour la présidentielle. Oui, et parmi ces nombreux articles, on pourra lire bien sûr tous ceux qui, dans Le Parisien ou Le Figaro, racontent l'absurdité de ce scrutin hanté par un fantôme. À Alger, écrit Laurent Marchand dans Ouest France, le vrai pouvoir est un pouvoir de l'ombre. Le définir est difficile car il se situe quelque part au carrefour de plusieurs sphères d'intérêt, l'armée, la manne pétrolière et les services de renseignement. Mais derrière le masque de Bouteflika, dit-il, c'est en fait toute la génération du FLN qui risque à tout moment de devenir anachronique. C'est ce que résume Kamel Daoud en dernière page de Libération, un journaliste qui verse sur les pages du quotidien d'Oran sa prose acide et poétique. L'Algérie, pour lui, un pays coincé entre le ciel et la terre. La terre appartient aux libérateurs, cette caste maudite qui ne veut pas mourir et qui assure avoir fait la guerre pour nous. Et le ciel est colonisé par les religieux qui se l'approprient au nom d'Allah. Que me reste-t-il ? Les livres. Car le passé de l'Algérie n'est jamais loin, et surtout ce passé qui ne passe pas, celui de la décennie terrible que l'on retrouve dans Le Parisien. Un article sur les charniers de la guerre civile exhumé par la justice. Et derrière cela, une société anesthésiée par son sauveur, le réconciliateur Bouteflika, et qui attend sa mort pour que tout se remette en mouvement. Mais pour aller où ? On en vient à la politique française à présent avec des sondages qui secouent un peu le cocotier ce matin. Oui, parce que bien sûr, il y a la cote de Manuel Valls, mais comme bouclier protecteur, en fait, ça ne suffit pas. Et pour preuve, le sondage du Figaro qui fait quand même très mauvais effet. En cas de premier tour de la présidentielle, 19% pour François Hollande, 25% pour Marine Le Pen et 29% pour Nicolas Sarkozy. Et au second tour, 67% pour Nicolas Sarkozy, 33% pour Marine Le Pen. Loin des 18% de son père en 2002. Donc pire, en cas de second tour, François Hollande, Marine Le Pen, puisqu'on teste un peu tout dans ce genre de sondage, il ne l'emporterait qu'à 54 contre 46. Avec un électeur sur 2 de Jean-Luc Mélenchon et de François Bayrou qui préféreraient s'abstenir plutôt que de cautionner au nom du Front républicain. Mais le discours le plus violent, on le trouve ce matin dans Libération. Et il n'est pas dirigé seulement contre François Hollande. Dupe, balle de faux cul, les mots sont ravageurs contre le président, mais aussi contre son Premier ministre tout neuf. À aucun moment, donc, Manuel Valls n'a demandé un report du délai de 3% à Bruxelles. Et c'est tout le discours de politique générale qui semble désormais entaché. Dans Les Échos, Jean-Francis Pécresse estime que ce reniement correspond de facto à une mise sous contrôle de notre souveraineté budgétaire. Et quand le président du MEDEF lance dans la foulée un débat sur le SMIC, les éditorialistes n'y voient aucun hasard. Est-ce bien raisonnable, demande Yann Marek dans le Midi Libre. Est-ce bien responsable, renchérit Hervé Favre dans la Voix du Nord. Mais au fond, puisque les variables d'ajustement ne sont ni dans la monnaie ni dans le budget, il va bien falloir les trouver du côté des salariés. Vous nous proposez à présent de cultiver notre jardin au sens propre du terme. Mais oui, est-ce un effet collatéral de la crise ? Le journal 20 minutes nous explique que de plus en plus de citadins s'organisent leur petit potager sur leur balcon. Après examen, en fait, ça revient plus cher que le primeur d'en bas, mais c'est une façon, nous dit le journal, de se réapproprier ce que nous avons dans nos assiettes. Bon, il suffit de bien essuyer la couche de gaz d'échappement sur les légumes. Mais c'est surtout dans le magazine Clé que l'on trouve un article passionnant sur l'état de nos potagers. Une donnée, en 50 ans, l'Europe a perdu 75% de sa biodiversité agricole. En tête, la France, qui fut la première à organiser sa filière semencière en créant en 1942, sous Vichy, le comité technique permanent de la sélection. Donc, on a sélectionné les variétés résistantes à fort rendement et désormais les paysans ont interdiction de vendre des semences qui ne seraient pas répertoriées dans le catalogue officiel, ce qui favorise évidemment la dépendance vis-à-vis des industriels des semences. Alors la première étape vers le bonheur, c'est de libérer les potagers. Quelques belles images à présent. Oui, c'est aussi dans le magazine Clé que l'on trouve des photos issues du livre de Jimmy Nelson, donc photographe, Les dernières ethnies avant qu'elles ne disparaissent. Imbas de Nabibi, dont la peau chocolat répond aux ondulations dorées du sable du désert. Ulysse et Assaros de Nouvelle-Guinée, au visage de blanc et de rouge comme des espèces d'augustes tragiques. Des photos sublimes qui nous rappellent que la biodiversité la plus attaquée est celle qui nous touche directement, nous, les êtres humains. Et on termine avec un chiffre ce matin, Natacha. Oui, 608.
Alors 608 €, c'est le prix d'un petit flacon d'air de Forcalquier, devenu œuvre d'art par la grâce d'un artiste chinois, Liang Kengang, qui voulait en fait protester contre la pollution qui asphyxie la Chine. Donc c'était un flacon d'air pur. Le pire, oui, c'est que nous savons tous que dans quelques décennies, le prix d'un flacon d'air pur, même pas transformé en œuvre d'art, mais juste en beau souvenir, devrait devenir beaucoup plus élevé. Voilà. Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Mais oui, Voilà. c'est le pays de Giono. Évidemment. L'information, on vous parle depuis ce matin de ce ferry qui a sombré au large de la Corée du Sud. On apprend un instant que les gardes-côtes sud-coréens annoncent que 164 personnes ont été secourues, mais que l'on est sans nouvelles de plus de 300 personnes. On y reviendra évidemment dès le début du journal de 9h tout à l'heure avec Michel Grossier. Merci Natacha Polony. La revue de presse revient demain à 8h35 sur Europe 1.